Salut! J'ai écrit un roman. Dans ce roman-là, il y a un chapitre qui s'appelle La Grande Ourse, et ça, c'est moi qui lis un extrait de ce chapitre-là. Le chalet de Luce et Yves se trouve à quelques kilomètres de la Tuque. La neige n'y a pas encore totalement fondu. La température chute brutalement quand le soleil se couche. On se collera sur le bord du poêle à bois. Lou dormira la tête sur mes cuisses. Dans mon sac à dos, j'ai planqué des feux de Bengale pour réveiller ma douce avec des étincelles, pour célébrer quelque chose comme le fait d'être ensemble à 3 heures du trafic. Elle pourra faire un vœu. J'espère qu'elle souhaitera pour plus de vœux. Je la trouverai intelligente. J'ai fait notre épicerie sur le comptoir de la cuisine. À l'autre bout de l'air ouverte, Lou cherche la playlist champêtre parfaite. Ses choix sont aussi convaincants que ses pas de danse. Le char dans son coloc est stationné dans le banc de neige. Je remercie la générosité d'un peu tout le monde de nous permettre l'évasion. S'enfuir pour quelques jours, s'échapper là où la vie change de rythme. Dans un chalet, les respirations cessent de courir l'une derrière l'autre. On peut prendre le temps de sentir le ventre gonfler et dégonfler. L'amour donne des ballons. Il faut faire attention aux rafales, on pourrait partir dans le vent. Le soir s'étale rapidement entre les conifères, les épines se balancent dans les rafales. Le fond d'hiver se laisse aller. Il déferle dans la côte. Je le comprends. Le bien-être se déverse dans un banc de neige, les souffles se mêlent aux puffs qu'on recrache. On respire calmement contre le silence. Les ventres sont pleins d'un souper fondu chinoise, nos corps frileux sont en pyjama. Lou a sorti ses grosses laines récupérées au décès de son grand-père. Elle flotte dans les souvenirs tricotés trop larges. Assise par terre dans la verrière, on observe l'heure bleue se dissiper pour faire place au noir profond. Nos visages éclairés par une fine lueur, la mésosphère se laisse contempler. Il n'y a aucune raison de bouger d'ici. Ne plus jamais bouger. Lou a parcouru toutes les pièces, éteint toutes les lumières et fait infuser toutes les tasses de thé nécessaires. Les étoiles peuplent l'obscurité du ciel. On cherche les constellations apprises presque par cœur au planétarium. Pointer ses connaissances du bout des doigts. Se fâcher un peu de ne plus savoir trouver la petite ours. À jamais seul sans compagne dans la nuit. Je vais lire un fragment de mon roman Température pièce qui va être publié aux Éditeurs en Feu. La photo, les ailes, le cratère, l'appartement est renversé. Ma maison en barbouillage déchiré s'efface du ciel. Léa a même disparu de l'écran de téléphone. Je prends mes clés, dévale les escaliers, la chaîne du loquet ballotte derrière la porte. À l'extérieur, les 3 petites marches de béton sont plus invitantes qu'un divan de plumes. Je m'assois. L'air frais sur mon visage m'amène dans les profondeurs d'un lac. Je sens les racines pousser dans les entrailles du béton. L'air gonfle ma poitrine. Je m'affaisse le dos droit. Les voitures se suivent à la même vitesse. Les pneus sursautent tous dans la même flaque d'eau. Un nid de poule oublié par les employés de la ville. Le reflet des réverbères est stable malgré les vagues. Le béton froid semble humide sous mes fesses. Une place de stationnement est vide devant les escaliers. La voiture de Léa devrait s'y trouver. Les traces de son départ sont dans les espaces vides. Je m'assois au milieu de la place de stationnement, les fesses trempées dans une autre flaque d'eau. Les feuilles brunes se collent à mes jeans. J'ai envie de m'étendre sur le sol, de faire bouger mes bras et mes jambes juste pour voir si je peux faire apparaître un ange dans la boue. Léa. Sa lumière est suffisante pour fissurer ma poitrine, pour ouvrir mon cœur au monde. Sa chaleur pourrait faire pousser mes bras. J'enveloppe l'univers. Je porte toutes les couleurs au bout de mes doigts. Je sais qu'elle reviendra, il le faut. Mes bras sont trop vides sans elle. Je suis à peine capable d'enrober mon propre corps. La fissure se renverse, traverse ma poitrine. Je suis une prolongation des craques asphaltées. J'attends et l'heure n'avance pas dans l'œil du cyclone. Poséidon fait la sieste, couché sur les lignes de ma main. J'ai oublié mon téléphone dans l'appartement. Tant pis. La lumière jaune des réverbères remplace la lumière bleue de l'écran. Mes bas sont mouillés, l'eau a traversé mes souliers.
L'esprit imperméable n'a pas tenu le coup. Les voitures continuent de passer. Personne ne remarque que je suis assise au milieu d'une place de stationnement. Je ne sais pas où sont les autres piétons ce soir. Je ne sais pas si j'arrêterais ma voiture si je voyais une femme assise au milieu d'une place de stationnement. Je monterais peut-être le volume de ma radio. Je chanterais plus fort en regardant ailleurs. J'imaginerais le corps mouillé planté sous la lumière d'un réverbère. J'armerais le corps d'une aura bienveillante. J'aurais fait ma part. Il n'y a pas d'étoiles dans le ciel. La lumière des réverbères est un abat-jour géant. Je ferme les yeux. Les engourdissements des pieds montent dans mes jambes, mes fesses sont liquéfiées. Je flotte dans la nuit, mes yeux ne picotent plus. Je pourrais rester ici jusqu'à ce que Léa revienne, un décompte jusqu'à ce que je meure de froid. Je souris, la voix rieuse de ma mère s'élève dans mes oreilles. Drama Queen. Une sirène dans un verre d'eau. La voix bienveillante de ma mère a des bras. Elle m'enveloppe, elle me rassure. Je plante mon visage dans son polar beige. Elle sent la terre. J'ai la permission de me moucher dans son chandail. Ma morve ne la dégoûte pas. Ma salive ne la dégoûte pas. Elle dit que ça va bien aller. Léa va rentrer. Et si Léa ne rentre pas, ça ira quand même. Je veillerai toujours sur toi. J'enroule mes doigts sur une feuille brune. Je frotte la tige entre mes doigts. La tige affaiblie d'une feuille d'érable morte devient mon emprise sur le monde, ma racine en terre. Je ne connais pas les paroles des incantations magiques de ma mère. Je n'entends pas les sons. Les effluves musicaux sont suspendus au bout de ma langue. Une voiture passe près de moi et klaxonne. Les vibrations de l'asphalte résonnent jusqu'à ma flaque d'eau. La voix de ma mère s'échappe. Un ballon glissé des doigts à la sortie d'une fête foraine. Je me lève rapidement, j'évite les éclaboussures. Félix dans une piscine. La moteur de mon pantalon est inconfortable. Je veux rentrer. Un dernier coup d'œil vers le ciel. J'enroule ma main autour de mon cou pour lever les yeux plus haut. Sous mes doigts, le cercle invisible. T'es dans une ruelle sombre, tard le soir, en train de te promener. Depuis plusieurs semaines, t'as pris l'habitude de sortir vers minuit pour te changer les idées. Ça te donne une excuse pour sortir de ta rédaction. T'aurais pas dû faire de maîtrise. Tout le monde fait ça pour se donner un accomplissement personnel. Mais ça sert à fuck all. Personne va vous lire, guys. Bref, t'es dans la ruelle et t'essaies d'oublier suffisamment ta rédaction pour éviter les crises d'insomnie. On est mardi. Le monde normal est couché à cette heure-là. Le monde normal sort pas comme ça sans raison. Et surtout pas quand il fait -20. Mais, ce soir-là, même si tu as déjà fait ce trajet 100 fois, sans que tu saches pourquoi, l'arrière des maisons t'inquiète un peu plus que d'habitude. On dirait des visages. On dirait que tout le monde te juge. La ruelle est plus étroite aussi. Il n'y a pas vraiment d'issue. Tu sens un courant d'air passer derrière toi. Une ombre rouge te surprend au coin de l'œil. Tu prends une grande inspiration. Tu te retournes. Puis là, tu la vois. La planète Mars. Ça n'a pas de sens. C'est une planète. Comment une planète peut t'attendre dans une ruelle? Mais c'est real. Elle est là, avec une matraque et un masque. Ça lui sert à rien de porter un masque. C'est une planète. Of course qu'on va la reconnaître même si elle porte un masque. T'essaies de la passer à côté d'elle, mais elle te bloque. Tu le sais que ça va mal virer. Dans tes poches, tu mets tes clés entre tes jointures. Vos regards se croisent, l'air tourne, puis tu cours. Mais c'est Mars. Elle a une vitesse orbitale moyenne de plus de 24 000 km/s. Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Tu peux absolument rien faire.
Mars a 2 satellites. C'est 4 de moins que l'Union soviétique, mais quand même. Tu évites Phobos de justesse et tu l'entends siffler à côté de ton oreille, mais Deimos t'atteint directement au genou. Tu tombes. Tes cheveux commencent à se dresser parce que le champ gravitationnel de Mars entre en conflit avec celui de la Terre, et tout d'un coup, tu comprends comment les astéroïdes troyens se sentent entre le Soleil et Jupiter. Tu sors ta pompe à asthme et tu commences à la drainer comme un athlète de secondaire 3 qui s'initie au dopage. Tu te relèves juste à temps pour éviter un autre coup de masse. Ça fait le même bruit que l'incursion des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie. Tu entres en résistance. Tu es aussi déterminé à te battre que quelqu'un qui n'a jamais fait ça de sa vie. Tu sors tes clés et tu es prêt à tout ouvrir avec. Mars s'arrête juste devant toi. Vous avez un moment. Vous savez tous les deux ce qui va se passer. Tout le monde autour sait très bien ce qui va se passer. Tu vois les gens aux fenêtres de tous les appartements aux alentours et personne ne fait rien parce qu'ils sont tous en train de se dire que si c'était eux qui s'étaient retrouvés dans une telle situation, personne ne leur serait venu en aide. Et ils ont raison. Elle récupère ses satellites et elle cale une bouteille d'eau avant de recommencer à spinner sa matraque. Tu devrais avoir peur et tu ne peux pas t'empêcher de penser. C'est la première fois depuis des semaines, peut-être même des mois, que tu n'es pas en train de réfléchir à ta maîtrise. Tu fonces vers elle, point en premier. Tu penses que t'es Apollo 11 dans Rocky 1, mais t'es vraiment plus proche d'Apollo 13 dans Rocky 4. Ta main pleine de clés rate sa trajectoire big time et tu crashes plus hard que la station Mir. Elle n'a rien besoin de faire. Tu tombes à côté d'elle et tu t'écrases dans un banc de neige. Tu en as plein les yeux, tu as perdu tes clés et la chienne Laika est morte seule dans l'espace 7 heures seulement après avoir obtenu le titre de premier être vivant mis en orbite autour de la Terre. L'astre s'avance vers toi. Chaque année, pour fêter le prolongement de sa mission, l'astromobile Curiosity se chante bonne fête. Tu le sens que ça va être la tienne dans pas long. Mars te regarde droit dans les yeux. Ton cœur fait des boum boum comme quand ça fait 4 jours de suite que tu bois et ton aspirine te manque. Lentement, elle se penche vers toi. Elle est à 3 cm de ton nez. Tu sens son souffle chaud, composé à 95% de dioxyde de carbone. Elle te sourit, et là, en chuchotant, elle te dit « Allô? Comment tu t'appelles? » Je vais lire un extrait de ma prochaine publication, Bouche à bouche de l'ordinaire. C'est les narines bourrées de mouchoirs que j'arrive à étaler ce qui coagule. Je saigne à ma manière sur le monde. C'est vrai qu'à traverser les regards, personne ne donne l'impression d'avoir retenu quelque chose du passé, même pas moi. Je ne suis pas ici pour en parler, c'est que l'amertume virale me brûle. Je l'incarne en éclats verbeux, en expiant le sang, c'est pas le mien, c'est assez drôle. On fait quoi de notre lecture de l'histoire si on agit encore quotidiennement comme des colons débordants, comme des soldats de bonne conscience, et que le confort est l'idéal de l'opulence et la résine même de l'arborescence banlieusarde? Reste que j'ai remarqué vos piscines de mes déjections. En tout cas, je trouve ça de même. Je suis le spectacle, l'animal jeune, l'homme-enfant toujours en révolte, mon chapeau colonial est plein de marde. Je le renverse sur ma tête en lapant joyeusement mon menton. Bon. C'est que je suis marqué par mon appartenance au lieu de savoir, par ma condition de bachelier. Je n'ai rien d'autre à dispenser que mon regard sur des figurations de l'univers ou des promesses que je ne peux pas tenir. En glanant subsistance ailleurs, l'imaginaire est coûteux. Tout comme les banques, je vends du rêve à partir de spéculations et la matière que je manipule ne tient lieu que dans le système auquel je participe. Vive les banques! En tout cas, c'est vraiment super et maintenant je suis revenu en banlieue pour m'enfermer dans un cube de béton. Mon futur tout entier est plié, fourré dans un endroit tout gommant avec des affiches de bière, des néons et des miroirs et là je sais, c'est déjà lourd. Le public se dit que c'est trop chialé, mais le public ferait pareil à ma place.
Ces raccoins gras répondent de moi, ce sol croûté est constitué de moi. Des gens s'accrochent à moi, je n'ai rien d'autre. Mon seul accomplissement est d'être titulaire d'un diplôme en études littéraires, une chose qui montre l'acquisition de quelques atouts, parfois utiles à la séduction, mais qui souligne surtout une ample ignorance et quelques troubles narcissiques. Ce n'est quand même pas rien. Nommer cette réussite me rappelle une nouvelle où le narrateur clouait son diplôme au-dessus de sa toilette avant de partir chasser. J'ai toujours voulu faire pareil, mais j'ai manqué la collation des grades, puis mon adresse n'était pas à jour. Mon cursus est au niveau de mon ambition, un colis perdu en tout cas. Je ne me couvre pas d'applaudissements, faute de mieux, j'attends, je contemple et j'écris, puis je gère un espace pour que mes semblables perpétuent leur abus de mémoire. Pour pas grand-chose d'autre à respirer. Je peux en parler longtemps, j'en vois passer du monde, des gens de tous les coins. Parfois c'est intéressant, mais ceux qui reviennent, mes clients réguliers, ils sont particuliers. Certains peut-être un peu comme s'ils avaient été bercés trop près du mur. Oui, c'est une hyperbole, je sais que c'est pas de leur faute. Leurs parents sont maganés, leur avenir est mal codé comme au des mineurs, des drapeaux rouges partout, puis une défaite assurée, c'est dommage. Vraiment dommage. Mais vite demain, maintenant pour la connaissance. Je souhaite créer un être pareil à base du jus quotidien, façon laboratoire, rien comme Dr Manhattan. Quelque chose de chez nous. Ben, il suffit de combiner la matière d'un muffle de tercel, d'une casquette John Deere, d'un lambeau de tourbe puis d'un condom percé. Il n'y a pas de quoi sauver l'humanité ou redécouvrir l'Amérique ici, mais cet être pourrait former un bon sujet d'étude. Il y a de la matière à extraire. Tout le monde en connaît un comme ça, un cousin, une date Tinder, un ancien collègue, un gars de l'école secondaire, mais c'est que là, depuis le temps, c'est fatigant de les voir se rouler dans leur sauce, car conséquemment, j'y patauge aussi. J'ai besoin de payer ma dette étudiante. Et là, on creuse encore, le public se tanne, la situation appelle à réagir, fait que je fais jouer quelque chose comme La Femme d'or de Jerry Boulet. C'est toujours réconfortant d'entendre sa voix laiteuse dans le vide. Une dose de mélancolie qui fait chuter, qui coupe l'envie d'aller prendre une marche sur l'autoroute. Récemment, un néon rouge a été installé au-dessus de la porte de sortie. Quand un client est trop chaud, il a juste à suivre la lumière. C'est pour compenser la nouvelle sélection de bouteilles de phare posées sur des tablettes pyramidales. Une sorte de monument pour ce qui se répète. J'aime pas être le récipiendaire des haleines. En tout cas, ici, quand il y a prise de parole, le monde se fige autour de ceux qui énoncent, comme si le discours se cristallisait. Il m'est possible de les découper en espace-temps précis, mais en vérité, je fais juste fesser dedans. C'est poétique, c'est malade. L'enfant se tait, ne parle pas. Sous ses lèvres cousues de tamia blanc, ses jambes sont restées molles, malléables. Dans la gelée du camp, entre deux bûches sèches, elle se meurt d'attention, cherche la douceur de mains fraîches sur sa joue. Les feuilles de papier froide, le plomb en tracé concis, il faut ce qu'il faut. Utiliser la pelle traîneau pour terrer dans les petites choses le refuge. Elle aime conduire le 4 roues et qu'il le lui interdise. Sa vie en vaut la peine, son crâne sous bulle cohésive. Il coupe le bois, enlève les pierres, fait fuir le vent qui griffe. Il la protégera de tout, comme des princes. Elle aime se voir dans le bleu de ses yeux, le centre de l'univers, l'écureuil mort. Quel est le prix de simples caresses, bouche cherchant l'incongru, doigts envahissants, abus ordinaires, être dans un cœur la préférée, un noyau de pommes sans famille. Elle nomme la mort facilement, c'est de son âge. Les scénarios, ça lui connaît. Très tôt, elle a pensé à se trancher les veines, à se mettre un joli drap autour du cou. Rester près de mamie, greffer l'odeur de la laine à une vie prématurée. Elle ne ment pas, parle sans arrêt, d'une pluie à cieux, de mains incessantes, comme le déluge qui arrive,
passe à travers la porte de la petite maison blanche. L'autruche du village la placarde. Vicieuse, maudite vicieuse. Elle était grosse et laide et d'homme et inutile à la terre. Toutes les mères la dénient. La lune l'appelle, crie. Elle saisit les crayons à pointe fine entre ses doigts potelés, petites mains courtes, s'applique à marquer la rose de son imaginaire de plomb. Rien n'est plus important. On la dépossède de ses dessins d'enfant, de son hymen, une ombre. Passer le temps gris, feuilleter sa vie déjà usée, page calcaire. Il n'y voit que du feu. À la maison, laissée seule, sur un plateau d'argent, on lui sert l'amour, cheap. Tout est jaune ici, la tapisserie, les rideaux, l'urine des animaux empaillés. C'était la fête des kids. Elle partage sa récolte, cherche l'amour par le don de soi. Jeune, sans dessein, la solitude s'impose. Elle gardera en mémoire longtemps ses doigts longs, caressant les arbres, les cèdres, l'épinette, le frêne, sa vulve. Il n'y voit que du feu. Son fil cigarette sur cigarette, et elle de se tordre les racines d'une vie. Les yeux des bêtes parlent pour elle, comme un papier sablé sur sa peau fraîche, à vif, une dépouille. Elle se mue, encordée, les pieds pointés vers le ciel, elle attend qu'on lui donne son reste, qu'on la broie d'une seule main. Mourir quand on n'a rien d'autre à faire, version de travail numéro 3. À l'épicerie, dans la file d'attente, tu t'imagines mourir par combustion spontanée. N'être plus qu'un tas de cendres dans un lieu public, à peine un cadavre parmi les repas prévus pour la semaine. Ce n'est pas la première fois que tu penses. C'est une facilité que tu as toujours eue, imaginer ta mort quand tu t'ennuies. Enfant, c'était pendant les cours de maths. Maintenant, c'est pendant les tâches quotidiennes. Le type de mort a changé plusieurs fois. Un tremblement de terre, frappé par un char, cassé à la glace d'un lac. Mais elles ont toujours été rapides et sans souffrance. Presque un tour de magie. Je cligne des yeux et tu disparais. Avant, tu partageais tes idées, tu pensais que tout le monde imaginait sa mort. Mais on t'écoutait pas. On te trouvait macabre. T'as fini par apprendre. Quand t'en parles maintenant, c'est de façon détournée. Cette file est longue, je vais arrêter de boire, je dois me remettre en forme. T'es devenue experte dans les morts qui ne dérangent personne. Un jour, tu t'ennuieras tellement que tu pogneras en feu. Quelques secondes suffiront à faire de tes os, ta peau, ton linge, un petit tas de cendres informe. Tu seras morte exactement comme tu l'avais toujours imaginé, et personne ne le saura. C'est la saison du melon d'eau. Le long de la route, sur l'accotement, tous les 10 mètres, il y a des pick-up Toyota et Hyundai, des boîtes de pick-up Toyota et Hyundai remplies de melons d'eau. Les gars qui les vendent en ouvrent parfois un pour montrer comment il est bon leur melon. Appuyé sur le côté, une jambe repliée, assis dans la boîte ou couché à l'ombre plus loin. Ça fait des longues heures à regarder dans le vide. Il fait chaud et sec dans la béca. Un jeune homme arrose l'asphalte de la nouvelle zone d'ombre alentour de son kiosque de café. La chaleur irradie, même si on est loin de l'humidité écrasante de Beyrouth. Les Arabes ont un signe qui remplace bien les questions. Selon le contexte, ça peut vouloir dire quoi, qui, où, comment, quand, combien ou pourquoi. La main à moitié ouverte, les doigts allongés vers l'avant, on tourne d'un quart de tour, un peu comme si on tournait une poignée de porte ronde ou si on faisait un signe de t'es fou, mais vers l'avant. D'habitude, c'est évident ce que la personne veut savoir. Un taxi qui te demande où tu vas, quelqu'un qui demande combien ça coûte, le contexte. Le gars au guichet des temples de Baalbek me salue, je fais de même. Il me dit « tatous », puis fait le geste de question. Pourquoi? Combien? C'est quoi? On rit. J'ai sorti mon arabe du dimanche. On jase un peu. J'ai fait mes preuves. Il me demande s'il devrait me charger le tarif pour les Libanais.
Les ruines des temples. Les Grecs peuvent aller se rhabiller. Je suis pas trop une fille de ruines d'habitude, mais là, cibole, ça n'a aucun sens. Des colonnes de 2 mètres de diamètre, des plafonds de 20 mètres ornés de détails magnifiquement préservés, des blocs de 1000 tonnes chacun. 1000 tonnes, c'est 1 million de kilos. Oui, ça coupe le souffle. Je vais me restaurer sur une jolie terrasse. Le serveur dépose devant moi ma fatouche quotidienne, puis reste là. Il me dit « tatous », puis fait le geste de question. J'éclate de rire. Encore? Lui, ce qu'il veut savoir, c'est d'où est-ce qu'ils viennent, mes tatous. Du Canada, mon cher jeune homme. Pâté chinois, la reine, sirop d'érable, génocide autochtone, grands espaces, fret. Ben non, on a un été nous aussi, mais oui, il implique de la pluie. Dans la vanne de retour, je m'assois en avant pour compenser mon allée interminable sur un long banc. Le chauffeur est sympathique, il rigole et roule en bas de 150 km/h, ça fait changement. Je le prendrais bien comme grand-papa. Le gars derrière moi nous offre des cerises. Je dois contenir mon excitation, c'est la saison aussi et ça doit faire 2 semaines que je vais en acheter et que j'oublie constamment. Tant pis, je ne me contiens pas. Je m'apprête à prendre la caisse de cerises en photo, mais le gars veut être dedans aussi. Il prend la pause, c'est ses cerises après tout. On me débarque à un embranchement de l'autoroute à l'entrée de Beyrouth. C'est par là, Ashrafieh, jeune fille. Les taxis sont de l'autre côté. Un des chauffeurs vient me chercher. Je traverse derrière lui et j'embarque dans sa voiture usée à la corde et décorée de fleurs et d'objets de toutes sortes. Juste avant qu'on démarre, la fille qui était derrière moi dans la vanne arrive en vitesse et s'assoit sur la banquette arrière avec moi. Elle me tend la caisse de cerises de tantôt. Heida Elik, c'est pour toi. Je demande pourquoi, j'essaie de refuser, merci, rien à faire. À ma gauche, de l'autre côté de la route, le gars des cerises m'envoie la main. On part. La fille descend 3 coins de rue plus loin et pas longtemps après, on s'arrête devant un fleuriste. Mon chauffeur et lui se saluent bruyamment, il s'approche. Il dit bonjour, me serre la main, ça rit fort. Il repart en courant dans sa boutique et revient 2 minutes plus tard avec un bouquet assemblé in extremis. Il me le tend. Je demande pourquoi, j'essaie pas de refuser cette fois, rien à faire, merci. Mon chauffeur dit cadeau, grand sourire. Je suis assise sur la banquette arrière avec ma caisse de cerises et mon bouquet de fleurs. Je regarde la ville défiler par la fenêtre, je sens l'humidité de Beyrouth se reposer sur ma peau après la caresse fraîche de l'air des montagnes et son odeur de cèdre. Dans 4 jours, je serai partie vers l'ouest et une fois de plus, je laisserai une partie de mon cœur dans ce coin du monde. Il y a un lilas au fond de la cour de Philippe. Il a été planté dans un coin isolé, loin des vivaces qui poussent dans la plate-bande devant le cabanon. À distance aussi des 2 arbres que compte le terrain, 2 bouleaux en voie de maturité qui, quand le vent se lève, frémissent contre leur tuteur de plastique jaune canari. Il a l'air du mal-aimé du paysage, coincé comme ça contre la clôture de bois-tain. Ça n'empêche pas que c'est sur lui que mes yeux se posent chaque fois que je me redresse. Sous le soleil de l'après-midi, avec cette lumière blanche et brutale qui aplatit les détails et les dimensions, ces grappes de fleurs mauve crayon de coloriage tombantes entre le feuillage terne sont de petites explosions de contraste. J'ai toujours associé dans ma tête l'été à cette couleur-là. Dès les premiers jours de juin, j'ai cette impression de voir du mauve partout. C'est comme une pigmentation qui s'ajoute à toutes les autres teintes, un brouillard surnaturel qui flotte en filigrane de toutes les choses. C'est une drôle d'hallucination. J'aime croire que c'est une trace que je garde des étés de mon enfance. Il y avait 2 lilas à peu près comme celui de Philippe qui poussaient derrière la maison de mes parents. À la fin des classes, quand commençaient les 2 trop brefs mois de chaleur où la cour devenait mon domaine consacré, je les trouvais en pleine floraison. C'était comme s'ils donnaient à eux seuls le signal du début des vacances, de la liberté, peu importe ce que ce mot peut signifier pour un enfant. Le mauve était la couleur porte-étendard appropriée pour une saison où tout pouvait arriver. Quand j'ai commencé à travailler pour Philippe, son lilas en était à ses premières éclosions. Toutes les fleurs sont sorties maintenant. Le trou que nous creusons, lui, est devenu suffisamment profond pour que ses branches les plus basses nous arrivent aux genoux. Je me demande si nous finirons par atteindre un point de notre labeur où le lilas disparaîtra tout entier de notre champ de vision.
Nous serons tellement enfoncés dans la terre que le paysage autour, à part pour le ciel au-dessus de nos têtes, se volatilisera. Je suppose que nous ne rentrons jamais là. J'en sais rien. J'ai aucune idée de quand nous aurons atteint la profondeur optimale et pourrons déposer nos outils. L'objectif est devenu en peu de temps étrangement abstrait pour moi. L'appel que j'ai entre les mains est lourde. Je sens la sueur fuir à grosses lampées entre mes aisselles et sur mon front, depuis mon cuir chevelu complètement trempe. Je suis un bon travailleur. Je soutiens le rythme qu'a instauré Philippe. Je me plains jamais. J'ai dit pas grand-chose en fait. Si les discussions ont été animées les premiers jours, elles ont été réduites depuis un moment déjà à l'essentiel, voire au silence. Il n'y a souvent que nos souffles courts et le son, sec comme celui que feraient des cisailles sectionnant des branches mortes, des lames de pelle qui fondent la terre noire pour nous accompagner dans l'effort. Ce que je dis n'est pas tout à fait exact. Nous sommes en plein été et le quartier est bruyant. Enfants du voisinage qui hurlent en plongeant dans les piscines, chansons pop d'ambiance et rires sonnants agrémentant un barbecue à quelques maisons d'ici, chiens qui jappent, roues de skateboard qui grincent contre l'asphalte de la rue juste derrière la clôture, avions qui pétaradent en amorçant leur descente vers l'aéroport de Plaisance tout près. Je n'entends pas tous ces bruits parasites. Ils me planent au-dessus de la tête sans m'atteindre. Je n'ai d'oreille que pour la musique de notre ouvrage. Je me concentre sur elle jusqu'à ce qu'elle m'hypnotise, jusqu'à ce que par la seule force de sa pulsation cadencée, je me trouve détaché du monde. Je ne ressens plus la douleur dans mes biceps ni la friction de la canicule contre ma peau. J'oublie la résistance du sol. Je me surprends à ne plus penser à rien, à avoir la conviction naturelle que plus rien n'existe, sinon les répétitions de ces sons entre lesquels ma conscience va et vient, en ligne droite. Toutes les émotions qu'il m'est possible d'éprouver se sont en moi fondues en une seule, l'attente. Une attente violente, qui me pèse, qui m'enthousiasme. Ce n'est pas évident à décrire. Le paradoxe de cette passivité volcanique qui s'empare de mon corps dès la seconde où, au matin, je referme mes doigts contre le manche de bois mal sablé de ma pelle. Ce que je veux dire, c'est que je creuse et que j'attends. J'attends qu'il se passe quelque chose.